Ce sont des exercices militaires qui illustrent le niveau de tension en ce moment dans le monde. Les États-Unis et Israël vont simuler des frappes sur l'Iran face à la menace nucléaire. Washington se dit prêt à frapper si besoin. Écoutez. So we'll have the sanctions, we'll have the pressure, we'll have the diplomacy. If none of that works, the president has said, and that as a last resort, he will agree to a military option, because if that's what it takes to stop Iran from acquiring a nuclear weapon, that's what will happen. Pour comprendre ce qui se joue en ce moment, accueillons Vincent Hugeux. Bonjour. Bonjour. Grand reporter, essayiste, spécialiste des questions étrangères. Je rappelle que vous connaissez très bien l'Iran. Pendant 20 ans, vous avez couvert ce qui se passe là-bas et vous êtes l'auteur de ce livre, Iran, l'état d'alerte nucléaire, révolution verte, lutte de pouvoir et liberté. Jean-Loup Bonamy, bonjour. Vous êtes philosophe, spécialiste en géopolitique. Farid Vaïd, bonjour. Vous êtes politologue, directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Accueillons également Christian Maigrelis, ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev, auteur de ce livre, Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues, aux éditions transcontinentales d'édition. Merci à tous d'être avec nous en direct sur LCI. Des avions de chasse et des avions de ravitaillement des armées de l'air, Israël et américaines, participeront à l'exercice dont je vous parlais et simuleront un certain nombre de scénarios face à des menaces régionales. L'armée israélienne s'explique. Ces exercices sont un élément clé de la coopération stratégique croissante de nos deux armées en réponse aux préoccupations communes au Moyen-Orient, en particulier celles posées par l'Iran. Que signifient ces simulations de frappe sur l'Iran? Qu'est-ce que ça nous dit sur le niveau de menace, ou en tout cas sur ce que les États-Unis perçoivent? La coopération entre l'armée d'Israël, Tsahal, et les États-Unis sur le champ iranien est permanente et ancienne. Et il est arrivé parfois, à certains moments particulièrement tendus, que Washington ait même exercé une sorte d'influence modératrice par rapport à des projets que l'on prêtait à Israël, de s'en prendre par exemple à un site donné, Natanz par exemple, réputé être l'un des endroits où il y a une tentative par exemple d'enrichissement accru de l'uranium permettant de le porter à un taux militaire. Ce genre de communication, apparemment l'affaire a été soldée lors d'une visite récente du chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Aviv Kochavi, à Washington. Il faut toujours l'inscrire dans le contexte, ça n'est jamais neutre. Les signaux, ils sont envoyés à dessein dans une période particulièrement tendue, avec une conjonction astrale assez passionnante. Vous avez d'une part un pouvoir iranien qui est fragilisé, on y reviendra, par les émeutes consécutives à la mort de Mahsa Amini. Vous avez par ailleurs un Iran qui est réputé voler au secours de Vladimir Poutine par des fournitures de drones, les fameux Shahed 136, et vraisemblablement de missiles, ou en tout cas le projet est sur la table. Et puis vous avez aussi, surtout, ce fameux accord qu'on appelle JCPOA selon ses initiales anglaises, donc l'accord sur le nucléaire iranien, qui consistait grosso modo à, en contrepartie d'un renoncement de Téhéran à l'acquisition de l'arme nucléaire, d'une levée graduelle des sanctions imposées par les Nations Unies ou par l'Union européenne ou par les États-Unis par ailleurs. Bon, cet accord, il avait été conclu en 2015, il a été sabordé par Donald Trump en 2018 et il y a eu une tentative de le ressusciter et d'ailleurs à ma connaissance et de l'aveu même d'un diplomate iranien de haut rang avec qui j'en ai parlé voilà quelques mois, il est très possible qu'on soit passé assez près d'un compromis durant l'été, mais c'est terminé, cette phase-là est révolue. Et enfin, dernier élément que je souhaitais signaler, Israël alerte le monde entier depuis maintenant des décennies sur l'hypothèse d'une acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran. On pourra y revenir si vous voulez, le concept de pays du seuil, etc. Mais je me souviens par exemple de l'époque où très régulièrement
les autorités israéliennes envoyaient des émissaires à Paris, par exemple, pour rencontrer des politiques, des diplomates, des journalistes couvrant la région, avec des dossiers épais comme ça, pour montrer que l'arme nucléaire iranienne serait prête hier matin. Ce n'est pas tout à fait vrai. Même maintenant, les services israéliens admettent que pour assembler tous les éléments constitutifs d'une arme atomique performante, il faudrait vraisemblablement entre 18 mois et 2 ans. Mais évidemment, tout l'enjeu pour Israël, c'est ce qu'on appelle un pays du seuil, c'est-à-dire un pays qui a le kit sous la main, qui a les éléments qu'il faut encore assembler, parce que c'est très bien d'avoir de l'uranium enrichi à 90%, mais encore faut-il avoir le vecteur, le maîtriser, savoir déclencher la charge et logique. On comprend que voilà. l'Iran n'est pas encore prête à avoir la bombe nucléaire, mais quand on annonce, quand on communique sur le fait que États-Unis et Israël simulent des frappes sur l'Iran, quel message on envoie? Un message forcément mal reçu par Téhéran. Oui et non, parce que ce n'est pas inhabituel non plus, c'est beaucoup de communication finalement. Je pense que le principal dossier, comme ça a été dit, c'est le dossier nucléaire iranien. C'est quand même important de comprendre ce qui se passe. On a eu 8 tours de négociations entre les puissances occidentales plus la Russie et la Chine avec l'Iran concernant le JCPOA. Aujourd'hui, c'est inimaginable de signer un accord avec l'Iran vu ce qui se passe à l'intérieur du pays. Même les Iraniens n'en veulent pas. On ne peut pas imaginer le ministre des Affaires étrangères de la France aller signer un accord et serrer la main du ministre iranien. Donc pas de solution diplomatique au dossier nucléaire iranien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Deux alternatives. Est-ce qu'on accepte éventuellement la République islamique de se doter de l'arme nucléaire ou on accepte l'Iran d'être un pays du seuil? Bon, quand même problématique. Sinon, il n'y a pas 36 000 solutions. Effectivement, c'est des frappes militaires. Mais bon, très compliqué. Beaucoup d'installations nucléaires en Iran souterraines. Vous détruisez quand même pas le savoir-faire. Donc voilà, c'est une question très délicate qui se pose aujourd'hui aux puissances occidentales concernant le dossier nucléaire iranien. Après, sur les exercices militaires, ils l'ont fait déjà. Il y a beaucoup plus de tensions dans la région. Les Américains avaient éliminé le général Soleimani en 2020, je veux dire, entre l'Iran et les États-Unis dans la région. Et déjà des tensions beaucoup plus concrètes et importantes que ce genre d'exercice. Après, ce qui est important, c'est de ne pas oublier que Netanyahou va revenir probablement, est revenu au pouvoir en Israël. Et lui, il a une autre ligne concernant l'Iran que son... C'est ça. Hein. Petite anecdote sur la coopération américano-israélienne. Elle prend parfois un tour moins spectaculaire, moins théâtral. Mais vous avez eu ce virus informatique ravageur qui s'appelait Stuxnet, qui était une opération israélo-américaine et qui, en pénétrant le système des centrifugeuses iraniens, a retardé, alors les estimations divergent, mais de au moins 1 an à 2 ans, tous les progrès technologiques qui avaient été faits par les ingénieurs iraniens. 2010. Oui. Non, mais il faut bien comprendre plusieurs choses, mais c'est parce que moi, ça fait très longtemps que j'entends parler. En effet, c'est un peu le serpent de mer de la bombe iranienne, et je comprends tout à fait que les Israéliens soient inquiets, et ils le sont à mon avis très légitimement. Mais nous avons, enfin, les Occidentaux ont quand même une part de responsabilité dans cette situation. Par exemple, vous aviez un dirigeant libyen, fort peu sympathique, M. Kadhafi, qui avait aussi des velléités nucléaires, qui avait aussi un projet nucléaire. Ce projet nucléaire, il l'a abandonné. Il a renoncé au terrorisme. Il nous a livré des informations sur ce scientifique pakistanais, M. Khan, qui faisait du trafic de secrets nucléaires. Donc il nous a beaucoup aidés. On l'a réintégré dans le concert des nations. On l'a reçu à l'Élysée où il a planté sa fameuse tente. Et finalement, dès qu'il y a eu des révoltes chez lui, on l'a lâché et il a même été bombardé par les Occidentaux. Il a fini lynché par la foule. Et aujourd'hui, son pays est un véritable chaos. Bon, les Iraniens voient ça. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent Kadhafi serait toujours au pouvoir et il ne serait pas mort s'il avait eu la bombe, s'il n'avait pas eu la naïveté de croire les Occidentaux et d'abandonner le projet atomique. Donc du coup, quand on négocie avec les Iraniens pour qu'ils renoncent au nucléaire, et moi j'espère que l'Iran ne va pas avoir la bombe, ça serait vraiment très, très déstabilisant pour la région, ça serait vraiment très inquiétant, et notamment parce qu'après il y aurait des risques de prolifération, de mimétisme. Les Saoudiens, les Émiratis, les Égyptiens, la Turquie d'Erdogan, beaucoup de pays voudraient ne plus avoir la bombe dans la région. Mais du coup, on a un problème de crédibilité par rapport à... puisque les Iraniens se disent Saddam Hussein, Kadhafi, ils auraient eu la bombe. Au lieu de faire confiance à la bonne parole des Occidentaux, ils seraient toujours vivants. Donc c'est ça notre problème. Et on a également un autre problème, c'est qu'on oublie toujours que l'Iran veut la bombe pour plusieurs raisons, mais l'une de ces raisons, c'est que l'Iran a déjà un voisin
très peu sympathique qui s'appelle le Pakistan et qui a la bombe atomique. Or, le Pakistan, c'est un pays instable et c'est un pays où vous avez vraiment des masses, des millions de gens fanatisés, islamistes, mais qui sont des islamistes sunnites qui détestent leurs voisins qu'est l'Iran chiite. Et donc l'Iran se sent un peu mal à l'aise avec le Pakistan qui a la bombe atomique. D'ailleurs, il y a un axe indo-iranien contre le Pakistan. Donc tout ça est très compliqué. D'où cette menace prise très au sérieux par États-Unis et Israël, qui se livrent à cette démonstration de force à l'heure où le régime iranien fait face à une révolte qui dure depuis plus de 2 mois et demi maintenant et qui ne cesse de prendre de l'ampleur malgré la brutalité de la répression. En réaction, on le rappelle, à la mort de cette jeune Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal porté, selon le code vestimentaire de la République islamique. Des manifestations réprimées, je le disais. Le régime a lui-même reconnu cette semaine la mort d'au moins 300 manifestants depuis le début du mouvement. بهترین بچه‌های این جامعه چرا؟ بخاطر اینکه دشمن رو از خودی تشخیص ندادیم ما 300 morts, c'est énorme. Et ce qui est important de rappeler, c'est que c'est un chiffre assez proche de celui des ONG qui parle de 416 morts. C'est un terrible bilan, une fronde qui fait trembler le régime, mais qui ne faiblit pas pour autant. Non, ça ne faiblit pas. Ça fait plus de 2 mois. On voit tous les jours des Iraniens, des Iraniennes dans la rue, malgré les risques et les dangers. Les gens, quand ils manifestent en Iran, ils savent très bien qu'ils risquent leur vie, qu'ils peuvent être emprisonnés, peuvent être agressés en prison. Donc le risque est réel. Ce n'est pas juste le fait de manifester comme dans un autre pays, on va dire, un pays démocratique. Donc le régime se sent très fragile. Et c'est la peur aussi d'un régime qui sent la fin. On pose souvent la question, c'est pour quand le changement de régime? C'est impossible de le dire. En revanche, on doit comprendre qu'en Iran, pendant plusieurs décennies, il y avait la question, est-ce qu'on peut réformer ou non le système de l'intérieur, sans passer par une révolution ou une guerre civile, essayer de changer et de réformer à l'intérieur. C'est pour ça que des millions d'Iraniens avaient voté à l'époque pour Khatami, il n'y a encore pas très longtemps pour Rouhani. Aujourd'hui, force est de constater que les Iraniens pensent que ce n'est pas possible, pour plusieurs raisons, mais la réforme a échoué en Iran. Donc quand vous n'avez pas d'alternative à l'intérieur du régime, l'alternative se trouve à l'extérieur. Donc beaucoup d'Iraniens sont passés d'un statut de réformateur à un statut de, on dit en persan barandoz, c'est-à-dire de renverser le régime. Un régime démocratique, laïque, séculaire, avec une séparation de la politique et de la religion. Donc ça, forcément, le régime se sent très fragile et ils sont prêts à tuer, à massacrer, à aller jusqu'au bout, parce qu'ils n'ont pas le choix. Entre guillemets, c'est une dictature religieuse. Ils ne vont jamais dire on a entendu la voix de votre révolution, on va réformer le système. Et selon vous, jusqu'où ce régime peut aller pour se maintenir? Parce qu'il y a un risque que ce mouvement de révolte devienne une révolution. Le mouvement est déjà révolutionnaire. Quand on entend les slogans, ça vise la République islamique et le guide, ça vise l'ensemble du système. Ça ne vise pas juste le voile obligatoire. Jusqu'où ils peuvent aller, il n'y a pas de limite. Pas de limite dans leur répression. Je me rappelle des mouvements de protestation contre Mahmoud Ahmadinejad et des répressions sanglantes. Et le régime s'est maintenu. Ça a quand même beaucoup changé. En 2009, moi j'étais comme toujours en Iran, j'étais en première année d'études. À l'époque, c'était contre la réélection truquée de Mahmoud Ahmadinejad. Une élection. En 2019, c'était les classes défavorisées qui étaient dans la rue après l'augmentation du prix du carburant. Aujourd'hui, vous avez toute la société iranienne, ce n'est pas que les bourgeois ou les défavorisés, ce n'est pas que la région de Téhéran ou du Kurdistan, c'est vraiment tout le pays, toutes les classes sociales qui visent le régime. Donc c'est quand même très... Il faut comprendre la nature. Oui, c'est vraiment un mouvement révolutionnaire. Et ça a changé de nature avec 2009. Il ne faut pas faire la comparaison avec 2009, parce qu'effectivement, on dit qu'en 2009, il y avait 3 millions de personnes dans les rues de Téhéran, pas aujourd'hui. D'accord, ça c'est la quantité. Et niveau qualité, aujourd'hui, les gens visent l'ADN du système. Et il y a des manifestations tous les jours, ce qui n'était pas le cas en 2009. Ce n'était pas vraiment la quantité que je voulais souligner. Je voulais souligner à quel point le régime iranien pouvait être prêt à tout pour pouvoir se maintenir. Ils n'ont pas de limite. Voilà. Et donc qu'est-ce qui peut nous faire penser que cette fois-ci, les Iraniens ont une chance de reprendre en main leur destin et de pouvoir retrouver leur liberté? Pour le régime qui, à mon sens, est davantage un régime militaro-théocratique que purement République islamique. Parce qu'au fond, quand vous voyez par exemple le corps des gardiens de la Révolution, les pasdaran, c'est non seulement ce qu'on appelle par communauté de langage l'armée idéologique du régime, mais c'est aussi une puissance économique. Alors selon les estimations, il contrôlerait
via parfois des hommes de paille, entre 30 et 45% de l'économie iranienne, y compris dans les télécommunications, y compris dans le transport maritime. Bon. Donc, ce qui joue sa survie, ce n'est pas seulement la théocratie iranienne, c'est aussi un système sécuritaire incarné par les gardiens de la Révolution. Mais effectivement, c'est un combat de nature existentielle. C'est totalement binaire. Là, le péril est tel que vous pouvez ajouter un 0 ou 2 au bilan actuel, y compris au bilan officiel reconnu par Téhéran, ça n'a pas d'importance, parce que c'est ça qui est le prix à payer, le sang des autres, pour la perpétuation de ce régime. Et donc, il est tout à fait impossible de prédire la durée de vie du régime en question. Parce qu'il se trouve que vous avez une sorte de syndrome décennal en Iran. Moi, j'étais à Téhéran au moment d'émeutes universitaires en 1999. J'y étais au moment de la réélection frauduleuse d'Ahmadinejad avec le mouvement vert qu'elle a déclenché, etc., etc. Et il y a maintenant 2019. Et à chaque fois, j'entendais des intellectuels iraniens, singulièrement dans les diasporas, m'expliquer que le régime allait tomber hier matin. Eh bien non, non, parce qu'il y avait une sous-estimation de l'efficacité du système sécuritaire. On parle des pasdaran, mais vous avez un autre corps qui est très connu, redouté en Iran, qui s'appelle les Bassidji, les mobilisés. Ce sont des volontaires et ils sont plus de 11 millions, d'après les estimations. Mais ce qui est intéressant, et là je rejoins votre question, Marianne, c'est que même là on sent des fêlures maintenant. D'abord, vous avez plusieurs dizaines de membres des gardiens de la Révolution qui ont été tués par balle. C'est-à-dire que, indépendamment du soulèvement, je dirais, populaire, de l'aspiration à davantage de liberté, la fin d'un ordre patriarcal insupportable, etc., il y a des mouvances d'opposition radicales. Vous avez, moi j'ai discuté avec des Bassidji qui étaient très proches des étudiants de 2009, parce que c'était leurs frères, leurs cousins, et qu'ils vivaient les mêmes choses. Mais donc, en fait, ce qui se joue aujourd'hui, c'est bien ça, c'est la survie, et loin de moi la prétention de prédire ce que sera l'échéance pour ce régime. Il peut encore durer des années. Là, la technique est toujours la même, on tient bon, on tire dans le tas, et ça finira bien par s'apaiser. Dernier élément d'inquiétude récurrente, mais encore plus patent cette fois-ci, c'est qu'on parle toujours de la théocratie chiite. Mais vous avez des minorités agissantes et très turbulentes sunnites. Et notamment dans une région qui s'appelle le Sistan-Balouchistan, qui est avec le Kurdistan d'Iran, d'où venait donc Marsa Armini, la région qui est la plus écrasée par la répression en ce moment. Vous avez par exemple le grand site religieux, c'est la mosquée Makki, à Zaïdan, donc la capitale du Sistan-Balouchistan, et des sunnites qui ont toujours eu l'impression, non sans raison, d'être eux-mêmes, en quelque sorte, persécutés par la majorité chiite et d'être suspects, justement, d'être alliés à des puissances étrangères. Donc tout ça fait un bouillonnement, mais un bouillonnement qu'on peut essayer effectivement de décrypter ensemble, comme on le fait là, mais sans que, en tout cas, moi, je sois en situation de vous dire je leur donne 6 mois, 6 ans ou 6 décennies. J'en sais rien. Farid Baïd, dans le scénario où ce régime tomberait, qui pourrait prendre la suite? C'est aussi ça qui est potentiellement inquiétant. Parce qu'on se rappelle de la chute du Shah d'Iran, des espoirs suscités, et la révolution islamique ensuite, encore plus terrible. Oui, je ne partage pas cette inquiétude pour plusieurs raisons. Déjà, en raison de l'expérience de 1979. Les Iraniens, ça ne va pas être leur première révolution. Effectivement, on ne va pas donner de date, c'est impossible de dire. Mais le jour où il y aura un changement de régime, et je pense qu'in fine, il y aura quand même un jour un changement en Iran, je ne pense pas que ça sera comme en 1979. Les Iraniens avaient déjà fait une révolution constitutionnaliste en 1905. La société civile iranienne est extrêmement riche, la diaspora iranienne est intellectuellement riche. Donc, on trouvera des alternatives solides. Et les Iraniens aujourd'hui savent ce qu'ils veulent. Ils veulent un régime démocratique et séculaire. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Effectivement, on ne peut pas donner une date impossible. Personne n'a jamais pu le faire, auparavant non plus. En revanche, on peut analyser la tendance. La tendance, on peut l'analyser. Et déjà, on voit que de plus en plus, les manifestations, les protestations en Iran sont de plus en plus violentes. Déjà, c'est en raison de la violence de la République islamique. Mais de l'autre côté aussi, les manifestants aujourd'hui, ils ont beaucoup moins peur, entre guillemets, que les manifestants en 2009. Ils vont vers la police, et ils n'arrêtent pas. Ça fait 2 mois qu'ils manifestent tous les jours. Donc, on peut comprendre quand même... Malgré les tués, malgré les tortures et les exactions subies par les hommes et les femmes qui sont torturés, violés en prison. Exactement. On voit qu'il y a toute une jeunesse en Iran
aucune perspective en Iran, parce qu'il n'y a pas juste une crise sociétale en Iran, vous avez la crise politique, économique, et écologique. Il y a quand même islamique a échoué sur tous les plans. Il y a un tabou majeur qui a sauté, c'est la mise en cause désormais explicite du guide de la République islamique, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, successeur dans cette fonction de Rouhollah Khomeini. Quand on évoquait les convulsions de 2009 et a fortiori de 99, descendre dans la rue en criant Mahbar Khamenei, à mort Khamenei, c'était inconcevable. Ce tabou-là a sauté. C'est un peu quand vous dites Xi Jinping démission à Pékin, si vous voulez. Bon. Donc, ça veut dire que là, c'est une mise en cause du cœur du réacteur, pardon pour l'image audacieuse, du cœur du réacteur du système politique iranien. Et puis, il y a un autre phénomène. Je me souviens d'un philosophe qui s'appelle Abdol Karim Soroush, qui avait d'ailleurs été, au moment de la révolution islamique, l'un de ceux qui avait totalement verrouillé les universités, ne l'oublions pas, mais il est ensuite passé à l'opposition. Je crois qu'il vit en exil en Allemagne d'abord et puis je crois à Londres maintenant. Il m'avait dit à l'époque, c'était donc dans le début des années 2000, il m'a dit, vous savez, 2 révolutions, c'est une de trop pour une génération. Il fallait déjà qu'il y ait la génération de 79 qui digère les contre-coups d'une convulsion majeure. Il y avait la guerre Iran-Irak aussi. Et il y avait la guerre Iran-Irak qui avait laissé le pays exsangue, 1 million de morts de part et d'autre, etc., entre 80 et 88. Et donc maintenant, effectivement, c'est une autre génération. Et une génération qui n'a pas nécessairement les mêmes inhibitions par rapport à un ordre religieux de nature sacrée, par essence. Et ça, c'est un autre facteur d'inquiétude pour le régime. Mais attention, facteur d'inquiétude ne veut pas dire tendance ou tentation de transiger. C'est au contraire, chaque facteur d'inquiétude est un risque supplémentaire en termes de férocité de la répression. Jean-Loup Bonamy. Oui, mais il faut bien voir que déjà les jeunes qui manifestent aujourd'hui en Iran, c'est l'Iran de demain. Et notamment l'Iran, j'ai regardé encore les statistiques, c'est un pays où aujourd'hui dans les universités, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants, où il y a plus de filles inscrites dans les universités que de garçons. Donc on voit vraiment que ça va être un problème pour le régime, pour gérer son avenir, parce qu'il est de plus en plus en décalage avec la réalité de la société iranienne. Et le deuxième point, c'est que, justement, ça a été très bien dit avant, les fameux gardiens de la révolution dont on parle, c'est à la fois une force religieuse, une force politique, une force militaire très efficace, qui d'ailleurs fait tout pour couper les budgets de l'armée classique, de l'armée régulière, et pour justement être meilleure que l'armée régulière. Et en même temps, c'est avant tout une force économique et mafieuse, kleptocratique, qui prend sa dîme sur tous les échanges qui se passent en Iran. Et par exemple, aujourd'hui, il y a une catastrophe écologique et hydraulique en Iran. C'est que l'Iran, avec le réchauffement climatique, est confronté à de très graves problèmes de sécheresse. Et pourquoi est-ce que là, ça devient vraiment catastrophique? Parce que le système d'irrigation est complètement déliquescent et défectueux. Et pourquoi est-ce qu'il est déliquescent? Parce que les gardiens de la révolution, en fait, sont complètement corrompus. Ils prennent, d'ailleurs c'est la même chose en Russie. Pourquoi l'armée russe est aussi mal équipée? Parce qu'il y a de la corruption des fournisseurs derrière. Et là, pourquoi le système hydraulique iranien est en train de s'effondrer sur lui-même, et c'est une catastrophe avec le réchauffement climatique? Eh bien parce que les gardiens de la révolution touchent une commission sur tout. Et c'est ça que les gens ne supportent plus. Puisque vous parlez des gardiens de la Révolution, sachez qu'ils mènent également des opérations pour éliminer ceux qui sont considérés comme des ennemis du régime. Ce sont les informations du Washington Post qui dit avoir consulté des documents gouvernementaux et interviewé des responsables des services de renseignement américains, européens et au Moyen-Orient. Le gouvernement iranien aurait intensifié dans des proportions inquiétantes, nous dit-on, des projets d'assassinat ou de kidnapping contre des personnalités occidentales hostiles à ses intérêts. Avant de parler précisément du profil de ces cibles potentielles et de la liste noire du régime, un mot sur la méthode. Moi, j'ai été surprise en lisant cet article. Peut-être pas vous, Farid Vaïd. Non, c'est pas surprenant pour ceux qui connaissent l'Iran, parce qu'ils l'ont déjà fait durant les années 80, donc ici même en France. Le dernier Premier ministre du Shah, Bakhtiar, a été assassiné en Iran, enterré au cimetière Montparnasse. D'autres intellectuels aussi, donc ce n'est pas surprenant, mais pour autant ça reste terrifiant. Forcément, ça fait peur, et c'est le but de faire peur. Donc à l'opposition, aux Iraniens, à la diaspora, aussi aux intellectuels occidentaux qui travaillent sur l'Iran. Donc il faut savoir, c'est une technique, j'imagine, de toutes les dictatures, de mettre la peur, c'est une guerre psychologique aussi.
Donc de rentrer dans votre tête, de ne même pas avoir le sentiment à Paris, à New York ou ailleurs d'être en sécurité. Donc oui, ce n'est pas surprenant, mais c'est très inquiétant. Vincent? Il faut aussi garder à l'esprit, vous évoquiez les kidnappings, que la stratégie de la République islamique d'Iran, c'est d'avoir toujours sous la main, en quelque sorte, un stock d'otages. Et d'ailleurs, c'est le cas s'agissant de la France, et ça empoisonne évidemment la relation bilatérale. Vous avez bien sûr le cas emblématique de l'anthropologue Fariba Adelkha, qui est maintenant détenu depuis plus de 2 ans. Et on a découvert au détour d'une révélation de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, que ce ne sont pas 5 ressortissants français, mais 7 qui sont aujourd'hui dans les geôles iraniennes, avec notamment ce couple de touristes qui a produit, grand classique iranien aussi, une confession à la télévision publique sur le thème « On bosse pour la DGSE », le renseignement extérieur. Une chose que jamais aucun agent, même sous la torture, n'admettra, c'est précisément de bosser pour la piscine. Donc tout ça est absurde, mais ça donne effectivement aux Iraniens un levier dans les négociations. Tout ça, c'est des équations à X inconnues, et celle-là en fait partie. Et c'était une manière pour l'Iran de faire pression, puisque à un moment donné, Paris apparaissait comme l'interlocuteur le plus rugueux sur un compromis au sujet du nucléaire. Et donc, c'était une manière de faire passer des messages. Quant effectivement à la tradition, car c'en est une, de liquidation d'opposants, d'anciens acteurs politiques, ça fait aussi partie, je dirais, de l'ADN de ce régime. Christian Megrellis, est-ce une méthode purement iranienne ou aussi une méthode soviétique? Écoutez, moi ce qui m'impressionne et qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la création de cet axe entre Moscou, Téhéran et Pékin, où on retrouve les mêmes constantes, la même méthodologie, les mêmes paroles, les mêmes vocabulaires, et l'un c'est la théocratie, l'autre c'est parce que maintenant nous sommes Satan, et le troisième c'est parce que la démocratie est condamnée à mort et nous sommes des décadents. Et on retrouve ça, et cette constitution de cet axe-là m'inquiète beaucoup pour l'avenir de la planète. J'ai récemment écrit là-dessus. Il y a tellement de ressemblances entre ce qui se passe d'un côté et de l'autre que on peut imaginer parfaitement une union de ce genre de régime et la création d'un axe autocratique en face de l'axe démocratique et renouveler ce qui s'est passé dans les années 30 avec la création de l'axe entre l'Allemagne et l'Italie et le Japon. L'issue de tout ça ne peut être que dans l'action des électeurs, si je puis dire, si on peut appeler ça des électeurs, s'il y a des électeurs en Chine ou pas, mais en tout cas du peuple, ce qu'on peut appeler le peuple. Il ne peut y avoir... Alors ce qui se passe en Chine aujourd'hui, ce qui se passe à Téhéran aujourd'hui, j'aimerais que ça se passe un petit peu aussi en Russie, parce que ça annoncerait peut-être quelque chose de différent. Mais en tout cas, on doit, nous, les démocraties, être extrêmement attentifs. Donc s'il y a des exercices militaires entre Israël et les États-Unis pour empêcher le développement d'une arme atomique en Iran, moi j'ai dit bravo, tout en disant attention, parce que quand les Américains mettre le pied quelque part, ça peut se terminer très mal. Jean-Loup Bonamy, Oui. parmi les 6